Merci Madame la maire. Le rapport numéro 15, il s'agit d'approuver l'acquisition sur l'établissement public foncier local de Côte-d'Or de 2 parcelles de terrain situées rue Clément-Marié et rue de l'Arrêt pour un montant total de 622 776 €. Merci Monsieur O'Haraud. Donc je voudrais vous rappeler que nous avions pris la décision avec François Rebsamen, alors qu'il était maire de Dijon et moi sa première adjointe, de ne finalement pas urbaniser ce terrain en raison de son intérêt pour la biodiversité et de l'appropriation que s'en étaient fait les habitants. Et je souhaite en profiter pour faire un point général sur la vision que je porte en matière d'urbanisme, et j'ai eu l'occasion de le faire lors de ma conférence de presse avant le Conseil. Alors je veux déjà vous rappeler à toutes et tous, mais je l'avais déjà fait à l'occasion des réunions publiques que j'avais tenues sur le budget, l'impérieuse nécessité de construire des logements à laquelle nous devons toujours répondre. Alors non seulement des logements à loyer modéré, j'ai eu l'occasion avec M. Lassouni d'en inaugurer une belle opération près de la place Wilson la semaine dernière, mais aussi des logements pour toutes les catégories de population, avec une ambition de mixité sociale qui est l'une des conditions de notre cohésion sociale à laquelle je crois beaucoup. Alors Dijon a sur ce sujet mené depuis 20 ans une politique particulièrement ambitieuse que nous devons à la détermination de François Rebsamen et à l'engagement personnel et extrêmement rigoureux de Pierre Pribetich, qui est présent, à qui pendant 23 ans François Rebsamen avait confié la délégation à l'urbanisme comme adjoint à la ville et également en tant que premier vice-président à la métropole. Et le travail mené jusqu'alors pour construire, tout en contenant au maximum la consommation foncière, est remarquable, et j'y reviendrai. Et je rappelle que notre métropole est l'une des toutes premières de France à s'être dotée d'un plan local d'urbanisme intercommunal, et vous y avez grandement œuvré, Monsieur Pribetich, associant les questions d'habitat et de déplacement. Et c'est notre manière de concilier l'écologie et le social en affirmant, par exemple, que la construction des logements doit être connectée aux besoins de déplacement. Nous avons été d'ailleurs précurseurs en ce domaine et c'est probablement l'une des raisons de l'excellente performance de notre réseau de transport en commun et qui nous oblige aujourd'hui à construire une troisième ligne de tramway. Et je m'inscris dans cette même détermination et nous en avons un exemple avec Garden State que j'inaugurerai très prochainement. En France, je le rappelle, c'est 4,2 millions de personnes qui vivent sans logement ou dans des conditions précaires. Et Dijon n'échappe pas à ces réalités. Aujourd'hui encore, plus de 11 000 personnes sont en attente d'un logement à loyer modéré sur le territoire métropolitain et cela correspond à 8 500 personnes rien qu'à Dijon. Et parmi elles, 60% formulent une première demande, tandis que 40% cherchent à changer de logement car leur vie et leurs besoins ont évolué. Et c'est donc d'abord pour répondre aux besoins des Dijonnaises et des Dijonnais qu'il nous faut construire. Et nous devons donc répondre à ces besoins en construisant, en réhabilitant et en facilitant l'accès à des logements abordables, puisque, je le rappelle, se loger est un droit fondamental. Et nous continuerons d'agir pour que chacun ait un toit digne et adapté. Mais le besoin de logement ne concerne pas uniquement le logement social. Il concerne tous les types de logements et c'est indispensable pour créer une dynamique suffisante et permettre aux personnes de s'inscrire dans un parcours résidentiel pour trouver un bien à acheter lorsqu'ils le peuvent à un certain moment de leur vie. Et donc nous avons pour cela besoin aussi de promoteurs qui sont prêts à s'engager et à réaliser à nos côtés de belles opérations. Et sur ce plan, tous les promoteurs le savent, à Dijon, c'est une ville où non seulement on peut construire, mais où l'on veut construire. Et la construction de logements, c'est aussi une condition essentielle de l'attractivité de notre ville. Et je rappelle qu'en raison de l'évolution démographique et des changements de mode de vie, si nous ne construisons pas 1000 logements par an dans la métropole, eh bien nous perdons des habitants. J'avais eu l'occasion de rencontrer le directeur de l'INSEE fin d'année dernière. Il me disait, mais c'est des chiffres que tout le monde connaît, il y a 15-20 ans, le taux d'occupation des logements était autour de 3,8, 4. Maintenant, il est de 1,8 puisque l'espérance de vie augmente, les gens se séparent. Et donc, quand vous avez, par exemple, un couple avec 2 enfants, vous avez 4 personnes dans le foyer, s'ils se séparent, ils occupent 2 logements et pourtant le nombre n'augmente pas. Et puis, je rappelle qu'un territoire qui perd des habitants, c'est un territoire qui perd des entreprises, c'est un territoire qui perd des services publics, c'est un territoire qui ferme des écoles, même si parfois
il y a des fermetures de classes alors qu'on augmente nos effectifs dans les écoles et donc qui entrent dans une spirale désastreuse. Et je rappelle que Dijon et puis Besançon d'ailleurs ont, au sein de notre région qui perd des habitants, eh bien, une croissance positive et raisonnable et il faut que cela dure. Donc nous continuerons donc de construire à Dijon, mais nous le ferons en tenant compte des évolutions de l'époque et de la société et des impératifs aujourd'hui irréfutables qui concernent la biodiversité. Parce que je connais aussi la demande des habitants légitime de bénéficier de plus d'espaces de respiration et la nécessité, dans un contexte de crise climatique, de préserver les espaces de nature en ville, d'en créer de nouveaux et d'en faire profiter les habitants. C'est par exemple ce que nous allons faire dans la maison dite du Colonel près de la rue de Mirande, puisque nous allons racheter une petite parcelle pour en faire un espace ouvert au public, un espace végétal qui aujourd'hui, je le rappelle, n'est pas ouvert à la population. C'est ce que nous avons fait aussi au jardin de Vaugué. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à y aller avec le printemps, avec le mobilier urbain. C'est vraiment un havre de paix et de verdure au cœur de notre ville. Donc nous construirons donc désormais en préservant les grands espaces de pleine terre que nous aurons identifiés. Nous aurons au début du prochain mandat engagé la révision du PLUiHD et ce sera l'occasion de se pencher sur ces nouvelles orientations sur lesquelles je suis parfaitement en phase avec François Rebsamen, et c'est la moindre des choses, et avec bien sûr mon premier adjoint que j'ai justement chargé tout à la fois de l'urbanisme et de la transition écologique. Et donc c'est dans cette logique, je devais vous l'annoncer, que j'ai pris la décision de ne pas faire appel de l'annulation du permis de construire de l'opération Venise 2. J'ai réfléchi, j'ai consulté et j'ai tranché, j'ai pris ma décision et le promoteur en a été informé. Alors ce choix qui est adopté en phase, je l'ai dit, avec le président de la métropole, ne doit pas vous surprendre. Il s'inscrit dans la continuité des décisions que nous avons prises conjointement ces dernières années. La rue de l'Arrêt, comme nous venons de le voir, la création du square Samuel Paty à la place d'un projet immobilier de 13 logements, le quai des Carrières Blanches en début d'année, je l'ai annoncé d'ailleurs lors de mes réunions publiques en février, le projet Garden State que nous inaugurons cette semaine, qui a été mené à terme précisément parce qu'il concernait un terrain déjà artificialisé, malgré la contestation. Donc moi, ce n'est pas la contestation qui me fait reculer, c'est un moment le bon sens. Et donc Garden State, d'ailleurs, je rappelle avoir été candidate et largement réélue aux élections départementales dans un contexte de contestation. Et puis enfin aux Lentillères, où je redis ma détermination à construire sur une bande de terre déjà artificialisée le long du mail Gunmer, tout en préservant l'usage maraîcher des 9/10 du terrain, mais qu'il soit occupé de façon légale, comme je l'ai toujours dit. Et je pourrais aussi ajouter les terrains de l'usine Parvex, par exemple. Et d'ailleurs, je rencontrerai prochainement à sa demande le président du Muséum national d'histoire naturelle. Et il faudra qu'il m'indique rapidement si l'État compte mobiliser des financements pour l'opération que nous avons en projet, comme l'État s'était engagé à l'époque, ou alors si nous devons prendre une autre option de construction, par exemple, puisque ce sont aussi un grand espace artificialisé. Et puis je pourrais ajouter la friche de Porteneuve. J'ai relancé la SNCF, c'était aussi suivi par M. Privetti, pour qu'on puisse travailler dans les mois qui viennent sur un projet d'aménagement sur ce secteur, car cette friche, aujourd'hui très peu utilisée par la SNCF, est le plus grand espace artificialisé à proximité du centre-ville. Bref, les possibilités ne manquent pas dans notre ville et nous saurons les trouver pour continuer à construire des logements. Cette cohérence, je vous le disais, se retrouve également dans le fait que l'une de mes décisions est de lier l'urbanisme et la transition écologique en les confiant à une même personne. Et c'est finalement une étape de plus franchie dans la politique d'urbanisme vertueuse menée à Dijon depuis le début des années 2000, une politique de reconstruction de la ville sur elle-même, sans empiéter sur les espaces de biodiversité et en densifiant le long des grands axes de transport. Et ainsi, je le rappelle, ce sont plus de 20 000 logements qui ont été construits, tout en n'augmentant pas la surface urbanisée de la ville ou en l'augmentant, mais seulement sur l'équivalent de 4 terrains de football. Donc vous l'avez d'ailleurs souvent entendu. Et c'est vrai que cette sobriété foncière en pratique est à mettre au regard des centaines d'hectares consommés, je le rappelle, lors des 2 décennies précédentes, c'est-à-dire avant les années 2000. Il est vrai que les friches militaires et industrielles ont fortement contribué à ce développement vertueux. Alors nous avons eu cette chance
si je puis dire, parce que le départ de l'armée était quand même un coup dur pour la ville et pour la métropole. Nous avons utiliser cette mauvaise nouvelle pour en faire un atout et construire des logements. Et donc, nous avons vu naître des opérations comme Junot, Eudelet, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, Arsenal, Outero, qui ont permis chacune de construire tout en désimperméabilisant plusieurs millions de mètres carrés. Et c'est vertueux, je vous le disais. Alors, il reste encore à Dijon des terrains déjà artificialisés sur lesquels nous pourrons construire. Nous les recenserons dans le cadre de la révision du PLUiHD et même d'ici là, nous les présenterons à la population et aux promoteurs et nous avancerons comme cette ville l'a toujours fait. Et nous aurons aussi à compter sur la capacité d'innovation des promoteurs. Et j'ai en tête le remarquable travail fait par Adex Pharma qui nous a été présenté vendredi à la métropole, puisque le président de la métropole avait réuni l'ensemble des acteurs économiques. Et ce projet montre la capacité énorme d'innovation pour des projets industriels. Donc nous aurons besoin de cette capacité d'innovation des constructeurs pour les projets de logement à venir, à une époque où le foncier est devenu un bien à préserver avec des préoccupations environnementales toujours plus grandes. Et j'espère qu'ils sauront, mais j'en doute pas, nous faire de belles propositions. Et d'ailleurs, j'ai prévu, je l'avais déjà annoncé, de me rendre à Fribourg en mai pour voir ce dont ils retournent, puisque c'est une ville où on a su se montrer précurseur et innovant il y a 20 ans, même si j'entends bien que le modèle allemand n'est pas forcément duplicable à Dijon, mais c'est aussi intéressant d'aller voir des beaux écoquartiers qui marchent bien, mais nous en avons aussi de beaux à Dijon avec Eudelet, Montmusard et Toulon. Voilà, c'était une mise au point, une annonce que je voulais vous faire avant de poursuivre l'ordre du jour et d'écouter vos interventions, puisque j'ai vu des mains qui se levaient. Donc il y a Monsieur Bourguignat, Monsieur Bichot, Monsieur Favergeon et Madame Jacquemart. Donc Monsieur Bourguignat, vous avez la parole. Oui, Madame la maire, écoutez, bravo pour ce bel exercice de en même temps, parce que vous arrivez à la fois à rendre hommage à la politique de densification intensive de Pierre Pribetty, tout en finalement la critiquant, puisque vous souhaitez une ouverture et davantage de nature en ville, davantage de respiration. Et sur cette seconde orientation, nous vous suivons. Un petit peu moins sur l'hommage, indépendamment évidemment du respect dû à la personne. Je reviens, si vous le voulez bien, au rapport numéro 15, donc sur la rue de l'Arrêt, pour saluer l'abandon du programme immobilier. Depuis 3 ans, nous sommes engagés contre ce programme parce qu'il aurait densifié excessivement le quartier. On parle de 11 maisons en bande sur un terrain de seulement 1839 mètres carrés. Il aurait entraîné la disparition d'un verger, un espace de respiration justement dans le quartier. Et puis surtout, il serait allé contre la proposition de l'atelier de quartier visant à créer un jardin collectif. Et d'ailleurs, pour y être passé ce week-end, les choses avancent bien sur place. Je tiens à saluer la persévérance des habitants réunis dans l'association Bien Vivre dans le quartier L'Arrêt et leur implication pour faire vivre cet espace de verdure. Si la décision prise ce soir est bonne, elle coûte 622 000 € à la ville de Dijon, puisqu'il faut racheter les 2 parcelles concernées à l'EPFL. Si le verger avait été protégé et la parcelle classée comme naturelle dans le PLUiHD, le coût pour la collectivité aurait été bien inférieur. Voilà, alors plus largement, j'avais écrit mon intervention avant cette déclaration très générale. Nous nous rejoignons. Effectivement, on note une inflexion dans la politique d'urbanisme menée à Dijon. On l'avait relevé lors du dernier conseil municipal avec l'abandon du programme Constructa les quais à la Fontaine-Douche. Vous avez annoncé dans l'après-midi l'abandon du programme Venise 2, rue de Bruges. Bon, moi j'espère vraiment que ce ne seront pas des nouvelles orientations liées uniquement à l'approche des élections, mais qu'il y a bien là une prise de conscience d'un besoin d'un urbanisme plus apaisé, plus ouvert à la verdure à Dijon. Et effectivement, le juge de paix, ce sera la révision du PLUiHD, parce qu'on va pas, il faut absolument sortir du cas par cas, des abandons de projets un petit peu à la tête du client, ou en tout cas en fonction de la mobilisation des riverains. Il faut que nous ayons un cadre stable, des orientations claires, et ce sera tout l'enjeu de la révision à venir du PLUiHD. Nous espérons
fermer cette période de densification intensive qui a quand même fait beaucoup de mal à notre ville. Je vous remercie. Monsieur Bichot, et je rappelle, je n'ai pas dit que c'était une rupture, c'est une continuité. Après 20 ans d'une politique menée, eh bien, la société évolue, les personnes évoluent, donc on fait évoluer aussi cette politique. Monsieur Bichot. Oui, Madame le maire, merci pour votre déclaration sur votre vision du logement et de l'habitat à Dijon. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, vous faites surtout montre d'électoralisme et qu'il faut vraiment attendre que vous ayez l'opposition de tout un quartier ou que vous soyez condamné 2 fois de suite par la justice, comme c'est le cas pour le projet Venise 2, avec une première annulation en mai 2024 pour la délibération sur la vente des terrains, ce qui n'est quand même pas rien. Alors vous avez fait appel, certes, mais enfin, c'est quand même ennuyeux, et une annulation très récente, en mars 2025, du permis de construire lui-même. Alors il faut vraiment que vous soyez mise dans les cordes pour faire une annonce dont on ne sait pas bien si c'est juste de temporiser ou de changer de politique. C'est exactement ce que nous avons souligné déjà sur pas mal de dossiers, et très récemment pour les carrières blanches. Si vous voulez vraiment mettre un terme à ces grands programmes immobiliers, modifier le PLUiHD, nous voterons tout de suite ces modifications. Pour l'instant, on sait très bien qu'aux carrières blanches, le projet du promoteur est à l'arrêt, le projet de promotion immobilière est à l'arrêt, et donc vos annonces ne vous coûtent pas grand-chose, si je puis dire, et d'ailleurs sont formulées de telle manière que tout est possible si vous étiez réélu en mars 2026. Donc, en ce qui concerne ce projet Venise 2, eh bien, passer aux actes, annoncer un grand parc du Suzon et modifier le PLUiHD pour que nous entérinions ce beau rapport au prochain conseil municipal. Pour l'instant, si vous voulez, on sent que vous naviguez à vue. Et moi, je suis très inquiet par cette situation où, finalement, il y a des règles de droit d'un côté, le droit des sols, et puis, au gré des circonstances, on accorde des permis de manière litigieuse ou, au contraire, on annule des permis qui, au moment où ils ont été déposés, étaient parfaitement acceptables. Et vous savez, quand on commence à attribuer ou à retirer des permis de construire sur une page Facebook, ça devient quand même un petit peu inquiétant. Et moi, je vais aller jusqu'au bout sur le dossier du Verger de l'Arrêt. Nous approuvons totalement l'abandon de l'opération immobilière et donc le rachat de ces parcelles. Mais combien cela a-t-il coûté au bailleur social Abélis, toute cette opération, qu'il a conduite légitimement, avec le soutien d'ailleurs, l'encouragement de la municipalité? Vous savez combien ça leur a coûté? Eh bien, demandez-leur. Et moi, je voudrais savoir quelle indemnisation sera versée au bailleur social Abélis, en plus du rachat de la parcelle, parce qu'elle serait parfaitement légitime. Et donc, tout ça nous démontre bien que votre politique du droit des sols est devenue complètement chaotique. Elle est modifiée au gré de décisions électorales. Et donc, il faut absolument remettre à plat tout ça, et très rapidement, parce que là, nous sommes dans le chaos juridique le plus complet. Merci beaucoup. Alors vous êtes vraiment dans le chaos, mais vous m'étonnez parce que vous êtes pointilleux et juridique sur certains points, et votre méconnaissance là au niveau de l'urbanisme, moi aussi, les bras m'en tombent. Donc rapidement, vous inquiétez pas avec nos relations avec Abélis. On a de très bonnes relations avec eux et on travaille. Donc surtout, ne vous mettez pas, ne vous immiscez pas dedans. Voilà, tout va bien. Une révision du PLUiHD, ça met 2 ans, 1 an et demi ou 2 ans minimum. Donc je viens de l'annoncer. Maintenant, ça vous a peut-être pas échappé, mais je suis maire depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire depuis 3 mois, 4 mois. Je sais que ça a été un moment très difficile pour vous, mais à un moment donné, en tant que maire, maintenant, je prends mes responsabilités et mes décisions. Et je peux vous dire que les gens qui me connaissent, ils connaissent aussi ma rigueur et ma droiture. Donc quand j'annonce des choses, je le fais. Donc vous ne me connaissez pas, et d'ailleurs, ça ne me dérange pas. Mais et puis, autre petit point juridique, vous êtes trompé, c'est pas moi qui ai annulé le permis de construire de Venise 2, c'est le tribunal administratif. Je viens juste d'annoncer qu'on ne faisait pas appel. Et puis je rappelle que les réunions aussi du PLUiHD, ça prend 1 an et demi, 2 ans, et c'est des compétences de la métropole. Donc il faudrait peut-être revoir vos cours de droit public de base. Voilà, Monsieur Favergeon.
Madame la maire, nous nous réjouissons du choix de la ville qui a finalement choisi d'aménager un jardin collectif à l'Arrêt à la place des immeubles prévus suite à la mobilisation de riverains et d'associations. Comme souvent, il aura fallu une mobilisation citoyenne pour que la majorité municipale accepte les projets alternatifs proposés par les habitants. Dans votre intervention, vous avez expliqué votre nouvelle vision de l'urbanisme permettant la protection de la pleine terre et de la biodiversité. Nous saluons cette inflexion dont nous nous réjouissons. Nous vous incitons à aller au bout de votre logique, en particulier, par exemple, sur l'ancienne maison du colonel de la BA 102. Vous avez accepté de ne pas urbaniser une partie du parc arboré que vous avez mentionné, tandis que la majeure partie du parc est prévue d'être vendue à un particulier et ne sera pas accessible aux riverains pour y flâner et y prendre l'air. Nous vous incitons, sur ce lieu aussi, à transformer en jardin public l'ensemble du parc. Sur ce sujet, je l'ai déjà dit, c'est l'État qui est propriétaire. On va déjà pouvoir acheter une partie du jardin pour l'ouvrir au public. Maintenant, on laisse l'État, c'est une maison, donc ils vont la vendre à un acquéreur. Est-ce que ce sera un acquéreur individuel ou un acquéreur pour faire un petit immeuble, je ne sais pas, puisque c'est l'État. Et puis, c'est bien entendu, il y a besoin d'un peu d'espace de végétalisation aux prochaines personnes qui vont l'habiter. Donc, regardons plutôt le bout de verdure qu'on va ouvrir au public, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas accessible. Mais en tout cas, ça relève de l'État pour la maison. Madame Jacquemart. Oui, merci Madame la maire de me donner la parole. Chers collègues, bonsoir à tous. Donc l'acquisition des 2 parcelles pour plus de 1800 m² auprès de l'EPFL, ça s'est fait après consultation et concertation avec les habitants, avec les riverains. La construction de logements, donc vous l'avez dit, à savoir les 11 maisons individuelle a été mise de côté, on y aménagera finalement un jardin collectif. Cela signifie 2 choses. Premièrement, que la ville est en dialogue avec les Dijonnais, en les consultant pour les décisions importantes qui concernent leur quartier et qui concernent leur ville, et en prenant en compte leurs aspirations. Deuxièmement, cela réaffirme la volonté de la ville de proposer des espaces de nature et de respiration. D'autre part, le montant global de l'acquisition est assez significatif. Il manifeste un engagement important de la ville dans sa politique de nature en ville. C'est donc une nouvelle démonstration, pour ceux qui en doutent, de la volonté de la ville de concertation avec les habitants pour le devenir de leur ville et de leur quartier, et d'une politique de construction raisonnée et concertée pour l'avenir, tout en fournissant des logements à tous ceux qui en ont besoin. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci Madame Jacquemart, et c'est vrai que j'ai rappelé ce besoin. Je le rappelle aussi à Monsieur Favergeon, qui n'a peut-être pas écouté l'ensemble de mon intervention, mais c'est pour ça que sur la maison dite du colonel, eh bien c'est aussi important de loger les personnes, et on le fera. Et puis je rappelle que loger les personnes dignement, c'est permettre aussi aux personnes à mobilité réduite. On a échangé sur ce sujet avec Madame Vachereau, de pouvoir avoir des logements accessibles, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est surtout dans les programmes neufs qu'ils arrivent à trouver des logements accessibles ou des logements ou des programmes de réhabilitation. Donc c'est aussi important pour les personnes en situation de handicap. Je crois que Monsieur Pribétiche, qui a eu les oreilles qui sifflaient pendant nos interventions, souhaite répondre. Madame la maire, je voudrais non pas commenter différents propos, mais peut-être déjà vous remercier pour les propos que vous avez tenus concernant l'action menée sous l'autorité de François Rebsamen pour une politique du logement et de l'urbanisme durant 24 ans. Chacun doit avoir en tête quelle était la situation en 2001, quelle était la production de l'OPAC de l'époque, qui se limitait à 10 logements par an, quelle était l'assignation à résidence dans un certain nombre de quartiers, comme celui des Grésilles, voire celui de la Fontaine-Douche, quelle était l'accessibilité pour essayer d'avoir un parcours résidentiel au sein de cette ville. Je pense qu'avant d'utiliser des grands termes de densification intensive, de massacre, etc., il faut reposer le souci de l'époque, l'urbanisme c'est très très long, et que durant 24 ans, nous avons eu, avec les différentes équipes sous l'autorité de François Rebsamen, souhaité que cette ville devienne une ville écologique, accessible
et où l'on puisse réaliser au sein de cette ville un parcours résidentiel. Et si je dis ça, c'est parce que, alors qu'il n'y avait que 12% de logements loyaux modérés sur l'ensemble de la ville, nous avons réussi collectivement, avec les 4 équipes, à faire en sorte que non seulement nous ayons des capacités de parcours résidentiel, avec des produits d'accession abordables, j'ai Saint John Perse, la maison dans tous ses états, mais aussi différentes opérations, comme le quartier Montmusard, qui ont permis d'équilibrer et de mener une politique audacieuse qui a pris, chemin faisant, tous les critères qui se sont imposés, à la fois par la volonté et l'accélération du changement climatique. Et j'en veux pour preuve notamment un des derniers programmes que j'ai pu mener sous l'autorité de François Rebsamen, à savoir Terrotan. À Terrotan, on a réalisé un exploit puisqu'on a rendu à la nature un demi-hectare de terre polluée. Grâce à une dépollution, mais aussi en construisant, et ça n'a gêné personne, plus de 700 logements. Et le choix que vous faites, et je veux le saluer, c'est de prendre en compte la réalité de la situation en 2025, c'est-à-dire l'urgence d'avoir une politique qui prenne en compte l'accélération du changement climatique, la dérive thermique, et aussi le besoin, sans doute, d'équilibrer les choses d'une autre manière. Mais nous devons garder en tête que, pour réaliser ceci, il ne faut pas déporter la fonction d'habitat à l'extérieur de la métropole. Parce que si c'est pour multiplier les quartiers à l'extérieur de la métropole, ça n'est pas une politique de transition écologique. Or, nous avons besoin de logements, mais nous avons aussi besoin de concilier la biodiversité et aussi le besoin d'espaces verts et aussi une forme d'équilibre thermique. Et donc, ce qu'il faut faire, en effet, c'est de repenser une nouvelle carte sur la métropole avec un urbanisme qui prenne de manière plus forte le maintien, voire l'accélération de la biodiversité pour la retrouver sur un certain nombre d'espaces, la reconstruction de la ville sur elle-même et aussi d'autres modes constructifs qui doivent s'imposer par rapport à celles et ceux qui portent cette politique à la fois d'urbanisme, de transition écologique et aussi de projection de la ville et de la métropole dans un espace où la métropole de Dijon doit tenir son rang de capitale régionale. Donc je ne vais pas revenir sur les mots mesquins d'abandon, etc. Non, c'est de l'adaptation. De l'adaptation à la situation où on voit très bien que l'accélération du changement climatique impose que l'on réagisse. Or, l'urbanisme, c'est une science, c'est une politique qui nécessite le moyen et le long terme. Et donc, moi, je veux saluer votre intervention, votre mise en perspective des choses. En effet, il faut réécrire une nouvelle feuille de route métropolitaine qui prenne en compte tous les éléments, non seulement la nécessité de maintenir la ville accessible et de ne pas la transformer, de la sanctuariser en une ville où quasiment le parcours résidentiel aurait disparu, en essayant de prendre en compte des nouvelles mobilités, peut-être une réflexion aussi sur la mobilité, le transport et peut-être le coût du transport, une volonté de projeter la ville pour les années 2040-2050 et avec cette idée que de nouveaux outils sont à notre disposition, qu'il faut les utiliser et qu'il faut tout simplement s'adapter aux contraintes de 2025 et non pas sans cesse réécrire l'histoire parce que l'histoire a été écrite, de faire en sorte que la ville accueille maintenant 20% de logements loyers modérés, qu'on a des produits qui restent raisonnables, même si j'observe une augmentation sensible des coûts de construction et des coûts d'accès, notamment pour l'accession traditionnelle. Et donc, c'est dans cette difficulté, et vous pouvez avoir et compter sur mon soutien, que je vous engage à essayer justement, avec le PLU, dans une complexité absolue. Personne ne mesure que passer de 26 PLU aux cartes communales pour la métropole, de passer à un PLU intercommunal, ça reste un exploit, parce que je n'ai pas vu beaucoup de personnes ici participer aux 170 réunions que j'ai animées. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous propose de passer au vote sur ce rapport 15, donc,
qui concerne l'acquisition de parcelles de terrain sur le PFL sur la 14 rue Clément Marillier et 15B rue de l'Arrêt. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, une large majorité également, enfin, même une unanimité. Je vous remercie et merci, Monsieur Pribetich, pour vos mots.